Si on regarde le concept de comité d'orientation stratégique en soi, c'est un concept qu'on peut comprendre parce que beaucoup de décisions politiques ont besoin d'être éclairées, d'être appuyées par des experts dans beaucoup de domaines. C'est un peu ça l'esprit. Maintenant, 50 recrutés, ce que nous ne savons pas jusque-là, c'est sur quelle base ils ont été recrutés comme experts. Puisque le titre d'expert repose sur un ensemble de savoirs et de compétences intellectuelles et d'expériences dans un domaine précis. Comment ces gens ont été recrutés, et domaine par domaine. Et donc, ils ont été constitués. Ensuite, leur travail, est-ce que ça s'arrête à un travail de conseil tout simplement? Je pense que le texte définit beaucoup, mais le mode de recrutement et aussi les dépenses que cela fait, parce qu'on ne sait pas leur degré de rémunération, on ne sait pas si c'est le même niveau que les commissions. Donc tout ça, il y a des inquiétudes des citoyens par rapport à ça. Est-ce que ce n'est pas une autre enveloppe budgétivore qui va s'ajouter aux dépenses déjà colossales des institutions, notamment de la primature? Donc on a des inquiétudes en tant que citoyens. Est-ce que ce n'est pas un recrutement par affinité aussi? Les gens se posent la question. C'est nécessaire pour orienter la décision politique. Mais est-ce que les individus qui y sont dedans, est-ce que c'est les individus qui sont vraiment valables et qui peuvent apporter une valeur ajoutée? Moi, je pense que cet organe est une structure de plus, dans la mesure où un ministère des réformes de l'État a été créé. Je ne vois pas la nécessité d'un autre comité parce qu'ils font le même travail, c'est-à-dire les réformes politiques et institutionnelles. Voilà, le ministère est en train de travailler à côté. Cette structure aussi, le comité d'orientation stratégique aussi est en train de travailler. Moi, je pense qu'à ce stade, on devait fédérer les efforts en centrant tout cela au niveau du ministère des réformes de l'État qui a été créé pour ça. Et c'était une demande de la lutte qui a fait chuter IBK en 2020. Les réformes de l'État et les réformes politiques pour donner du nouveau sang au peuple malien. Il est temps que nous sachions ce que nous voulons, parce que la transition est en train de tâtonner, et plus de 6 mois après, le bout du tunnel n'est pas encore vu. Il fallait réserver ce soutien, notamment au gouvernement issu des urnes, notamment lorsqu'on parvenait à mettre en place des autorités légales, rationnelles, dans le sens de Max Weber, dans un cadre électoral. Que ce gouvernement issu des urnes aurait la mission principale d'entamer toutes les réformes envisageables, notamment dans le domaine économique, politique, social. Mais pour dire que les autorités, dans ce contexte-là, il faut revenir aux réformes, je pense que ça conteste la légalité constitutionnelle du Mali. Et je dirais que c'est de la diversion. Ça ne relève pas de leur mission. Ahora,